Bonjour, bienvenue à cette séance d'information présentée par le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. La séance d'information qui suit est une introduction à la formation obligatoire que doivent suivre les membres des conseils d'établissement et les directions d'établissement. La formation obligatoire est offerte par le ministère de l'Éducation et les participants doivent progresser de façon autonome. Les participants vont sur le site du ministère de l'Éducation sur une page dédiée à cette formation et cette page, elle est divisée en 4 sections. Des capsules vidéo dans un premier temps, un cahier du membre et de la direction dont on fera le survol ensemble tout de suite après, des fiches thématiques et également une adresse courriel à laquelle vous pouvez adresser vos questions, que ce soit au sujet de la formation ou au sujet de la gouvernance en général. Alors, quels sont les objectifs de la présentation? Comme je disais, c'est une introduction à la formation et c'est d'un point de vue parental, bien entendu, puisque c'est présenté par le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. On va discuter du processus d'élaboration qui a mené à cette formation, de ses contenus. Ensuite, je ferai une brève description du soutien qui peut être offert par le RCPAQ et également, nous répéterons les différentes adresses auxquelles vous pouvez adresser vos questions. Alors, le processus d'élaboration. Pourquoi on l'a fait? Eh bien, pour que tous les membres des conseils d'établissement connaissent leur rôle, leurs responsabilités, puis puissent comprendre l'étendue de celle-ci. Depuis l'instauration des conseils d'établissement en 1998, il n'y avait pas vraiment de ressources uniques à laquelle on pouvait se référer. Dépendamment des écoles, des centres de services, la compréhension des rôles et des responsabilités de chacun, elle était variable et elle différait d'un endroit à l'autre. Donc, comment on fait pour rectifier ça? On fait un changement à la loi, on rend la formation obligatoire et puis on fournit cette formation qui devient une référence commune pour tout le monde. Donc, c'est au travers de changements législatifs en 2020 par le projet de loi 40 que le ministre instaure cette formation obligatoire. Suite à l'adoption du projet de loi 40 qui instaure des modifications à la loi sur l'instruction publique, il y a 2 articles de la loi sur l'instruction publique qui concernent les formations. Donc, il y a une formation pour les membres des conseils d'établissement. Il y a aussi une formation pour les membres du conseil d'administration du centre de services scolaires. Donc, l'article 459.5, à l'alinéa 2, nous dit que le ministre élabore aussi les contenus de la formation à l'intention des membres de conseils d'établissement et des conseils d'administration des centres de services scolaires. Ensuite, à l'article 102, les membres du CE, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivent la formation à l'intention des membres des conseils d'établissement, élaborée par le ministre conformément au 2e alinéa de l'article 459.5. Donc, les changements législatifs étant faits et adoptés en mars 2020, s'ensuit un processus pour créer la dite formation et pour pouvoir l'offrir. Ce processus-là a duré jusqu'à peu près l'automne 2020 et donc il y a plein d'intervenants qui ont participé à l'élaboration de la formation. Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec en est un et c'est un peu ce qui fait la force de cette formation, c'est le résultat d'un consensus. Donc il y a un comité ministériel de mise en œuvre de la loi. Ensuite, en collaboration avec plusieurs partenaires du réseau, donc les directions d'école, les directions générales des centres de services scolaires, les parents, le personnel scolaire, on arrive à créer et bonifier et optimiser cette formation. Au RCPAQ, on a fait le choix de ne pas construire une autre formation pour les membres des conseils d'établissement puisque c'est la référence qui fait consensus dans le domaine de l'éducation. Elle est pour qui, cette formation? Premièrement, on pourrait faire une suggestion à tous les parents qui auraient envie de s'impliquer dans un conseil d'établissement d'aller voir la formation pour comprendre ce que c'est l'engagement parental au sein d'un conseil d'établissement. Mais plus spécifiquement, c'est très clair dans l'introduction du cahier à qui s'adresse cette formation. On dit « Ce cahier fait partie de la formation obligatoire élaborée par le ministère de l'Éducation à l'intention des membres des conseils d'établissement. Il s'adresse également aux directions d'établissement. » Et c'est important que les directions d'établissement aient les mêmes repères pour le conseil d'établissement, à savoir quels sont les rôles, responsabilités de chacun, où s'arrêtent et où commencent ces rôles et ces responsabilités-là. Petite anecdote, si on va sur le site du ministère,
La formation s'appelle formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement, bien que dans le paragraphe qui suit, on mentionne les directions d'établissement. Alors, si on met le site en anglais, on se retrouve avec un titre qui inclut les directions d'établissement. Donc, je pense que le titre, c'est simplement un oubli et peut-être que ce sera corrigé au moment où vous ferez la formation. On sait maintenant à qui s'adresse la formation, quand et comment. C'est selon votre propre progression. C'est vous qui décidez quand vous la suivez, bien que la loi stipule qu'il faut la suivre le plus rapidement possible lors d'un premier mandat, puis c'est normal, il faut savoir c'est quoi notre rôle avant de siéger, ou en fait dans les premiers mois où est-ce qu'on va siéger au conseil d'établissement. C'est une progression que vous faites de façon autonome, vous allez voir la formation, et puis vous allez voir, on va vous donner des trucs, mais c'est sûr qu'il y a des sujets que vous ne verrez pas au conseil d'établissement avant la fin de l'année scolaire. Et donc, il faudra probablement retourner à la formation ou peut-être garder ces parties-là pour le moment où vous allez les traiter au conseil d'établissement. Alors, comment c'est évalué? Bien, rassurez-vous, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'examen. En fait, la loi le dit, c'est le comité de gouvernance et d'éthique qui s'assure que tous les membres du conseil d'établissement suivent la formation élaborée par le ministre. Donc, le comité de gouvernance et d'éthique, ça, c'est un sous-comité du conseil d'administration de votre centre de service scolaire. Et puis, chaque centre de service scolaire a mandaté le comité de gouvernance et d'éthique de développer une façon de s'assurer que les membres des conseils d'établissement aient suivi la formation. Donc, ça sera différent d'un endroit à l'autre. Je vous dirais qu'en général, ça repose essentiellement sur l'honneur, c'est-à-dire qu'on vous demandera de signifier si oui ou non vous avez suivi la formation, et puis ça risque d'être ça. Donc, qu'est-ce que ça comprend, la formation? Le contenu. Bon, un cahier des membres et de la direction qu'on va suivre ensemble, on va faire un survol rapide ensemble, des courtes capsules vidéo. La formation obligatoire nous propose d'écouter les 7 premières capsules en lisant le cahier du membre, les capsules vidéo. Il y a 10 capsules thématiques, il y a 7 capsules sur les sujets du cahier, et donc on nous demande de visionner ces 7 capsules sur les sujets du cahier. Ce sont des capsules qui sont assez courtes, de 2 à 8 minutes. Elles sont diffusées sur YouTube, mais les liens sont disponibles aussi sur le site de la formation obligatoire. Maintenant, les fiches thématiques, c'est ce qui complète le contenu de la formation obligatoire. Il y a 31 fiches sur 28 sujets et elles sont tous disponibles sur le même site. Et ce sont des documents PDF qui ont environ 2 à 4 pages et qui sont très bien faits. Alors, je vous montre ici la fiche numéro 16. Donc, c'est une fiche thématique qui porte sur les activités et sorties éducatives. Alors, d'entrée de jeu, on donne quelle est la responsabilité du conseil d'établissement sur ce sujet. Et ensuite, on répond aux questions. C'est sensiblement toutes les questions que vous allez vous poser si vous n'avez jamais rencontré cette responsabilité-là au sein d'un conseil. Mais on y va aussi de suggestions et de bonnes pratiques. Et on finit aussi par certains articles de loi auxquels on peut référer pour avoir un portrait plus complet. Donc, c'est bien fait, c'est court, ça couvre plusieurs sujets, notamment, il y a 4 fiches qui sont des informations générales, 9 sur les fonctions et les pouvoirs généraux des conseils d'établissement, il y a 8 fiches sur le pouvoir lié aux services éducatifs, puis il y a un tableau sur les projets particuliers. Donc, une sur les pouvoirs liés aux services extrascolaires, 3 sur les pouvoirs liés aux ressources matérielles ou financières, et 5 fiches complémentaires sur toutes sortes de sujets qui tournent autour du fonctionnement du conseil d'établissement. Il y a d'autres informations aussi sur le site. Ce site-là a une seule adresse, québec.ca/nouvelle gouvernance scolaire. Donc, le contenu du cahier des membres et de la direction. Ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un point de départ, puis c'est des informations essentielles. Alors, si vous avez juste un peu de temps au début, passez au travers du cahier. Ça va vous donner un bon survol, ça va vous donner une bonne idée de ce qui est votre rôle au sein du conseil d'établissement. Ça va également vous donner des tableaux sur quels sont les pouvoirs du conseil d'établissement, qu'est-ce qui se discute
au conseil d'établissement. C'est important de le savoir parce que des fois, on arrive là avec une conception un peu biaisée de dire, ben, on gère tout ce qui est dans l'école. C'est pas le cas. Il y a des choses bien précises qui doivent être discutées au conseil d'établissement. Et donc, ça va vous permettre, là, ça prend peut-être 1 heure à passer au travers du cahier, mais ça va vous permettre d'être déjà en selle, prête à jouer votre rôle de façon sérieuse et responsable. Alors, si vous avez une seule chose à faire au début, c'est de passer au travers de ce cahier du membre. Vous pouvez répartir le restant de la formation sur plusieurs semaines par la suite, mais ce cahier-là est important avant d'aller siéger au conseil d'établissement, d'au moins le lire une fois, puis de venir y référer lorsque vous avez des interrogations. On va passer au travers, on va souligner quelques passages. C'est des passages qu'on considérait importants dans le cadre d'une introduction. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls passages importants. Le cahier au complet est important, mais on pensait que ça valait la peine de souligner ces passages-là dans le cadre de la séance d'information actuelle. Alors, naturellement, on a un mot du ministre, qui est le ministre Roberge, qui est celui qui avait instauré la formation. Et donc, tantôt, on l'a vu en introduction, on nous dit à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça contient. On a les différents partenaires aussi qui ont participé à l'élaboration. Et, naturellement, le regroupement des comités de parents autonomes du Québec a participé. Ça a été en 2020, parce qu'on a été fondé en 2020, ça a été notre première grande collaboration en tant que partenaire du ministère de l'Éducation. Vient ensuite un schéma qui nous démontre la composition d'un conseil d'établissement. Un conseil d'établissement, c'est tout au plus 20 membres et la direction d'établissement participe aux séances, mais sans droit de vote. J'en profite au niveau visuel pour vous montrer la différence entre le cahier ainsi que les capsules vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de détails dans le cahier que dans les capsules où est-ce qu'on fait un survol. Un conseil d'établissement, c'est des parents, c'est aussi du membre du personnel, incluant les enseignants, et on peut avoir aussi 2 représentants de la communauté. Dans une école primaire, on retrouve un membre du personnel du service de garde. Lorsqu'on est dans une école secondaire, eh bien, s'ajoutent des élèves du 2e cycle qui doivent aussi suivre la formation puisqu'ils sont des membres en règle du conseil d'établissement. Quels sont les rôles et responsabilités générales des membres et de la direction d'établissement? Bien, d'abord, on y va avec des considérations éthiques. Et je pense que ce qui est très important, c'est le 2e point qui dit « Agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui vous sont conférés ». Je disais tantôt, c'est pas tout ce qui se discute au conseil d'établissement. Le conseil d'établissement, c'est pas un endroit où on gère toute l'école au complet. Alors, c'est important de connaître les limites des fonctions et des pouvoirs du conseil d'établissement avant d'aller y siéger. Bien entendu, les considérations éthiques incluent aussi agir avec soin, agir avec prudence, agir avec diligence. Mais il y a un autre point qui valait la peine de souligner et qui dit reconnaître que les propositions soumises au conseil d'établissement proviennent dans presque tous les cas d'un processus d'élaboration entre les membres du personnel et la direction dans le respect des encadrements légaux. Donc, ce que ça dit, c'est que les propositions qui arrivent au conseil d'établissement, elles sont issues d'un travail qui a été fait préalablement à la présentation au sein du conseil d'établissement. C'est important de le savoir, puis c'est important de le reconnaître parce que ça nous permet de ne pas soulever ou poser des questions qui pourraient être inutiles. Donc, ça permet de progresser plus rapidement. Puis si on a vraiment des questions sur ce qui nous est présenté, sur le fond de ce qui nous est présenté ou même la forme, mais ça nous permet d'aller déjà dans un débat qui est informé. Et ça vaut pour tout le travail qui est impliqué dans un conseil d'établissement. Il faut toujours être informé, il faut toujours avoir lu les informations qui nous ont été envoyées d'avance. Il faut toujours arriver là de façon préparée parce que un membre non préparé va ralentir le conseil d'établissement dans son exécution. Et puis, c'est jamais intéressant pour les autres membres et on ne veut pas être ce membre-là qui pose
pose la question que tout le monde sait parce que tout le monde a lu le document préalablement à la séance. Donc, on va à la section rôles et responsabilités. Le premier rôle, qui est très important, vous représentez les personnes pour lesquelles vous avez été élu ou nommé. Comme membre, vous vous exprimez toujours avec le regard des gens qui vous ont élu ou nommé. Ça veut dire deux choses en fait. C'est que vous avez été élu par les parents de votre école. Et vous représentez ces parents-là, ils vous ont fait confiance, ils ont dit « vas-y et représente-nous ». Donc, c'est possible pour vous de prendre une décision au sein du conseil d'établissement sans avoir à consulter tous les parents de votre école à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne de la représentativité. Donc, il ne faut pas avoir peur parfois de prendre des décisions sans nécessairement consulter les parents. Par contre, parfois, dans des situations particulières, ça pourrait être intéressant de retourner consulter tous les parents et à ce moment-là, la direction vient jouer un rôle de support là-dedans et si le conseil d'établissement décide de demander à tous les parents de l'école leur avis, ils vont vous appuyer là-dedans pour pouvoir sonder l'opinion des parents de votre école. Naturellement, on demande de communiquer de façon constructive en fonction du sujet traité et de la proposition soumise. C'est important de rester sur le sujet traité, c'est important de rester dans les limites de ce sujet traité et ne pas faire trop de parenthèses, de ne pas partir sur un autre sujet pendant qu'on en traite un. Quand on dit de façon constructive, c'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas non plus juste que ce soit du négativisme et qu'on dise non à tout le temps. On est là pour le bien-être, la réussite de nos enfants et donc il faut participer de façon constructive. Naturellement, je viens de le dire, on est là pour le bien-être, la réussite de nos enfants, donc les décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt de tous les élèves et dans l'objectif d'assurer leur réussite éducative. Le bout de phrase qu'il faut retenir, c'est tous les élèves. Quand on s'implique dans un conseil d'établissement, ça peut arriver qu'on ait décidé de le faire à cause d'une situation qui s'applique directement à notre enfant, à cause de quelque chose que notre enfant a vécu dans l'école et ça devient le moteur de notre implication parentale. Par contre, lorsqu'on s'est fait mandater par les parents, lorsqu'on doit les représenter, il faut absolument prendre des décisions dans le meilleur intérêt de tous les élèves de l'école et non pas simplement nos propres enfants. C'est important de s'assurer d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires et les réponses à vos questions avant de vous positionner. Donc, que vous ayez eu l'information en avance, avant la séance, pour pouvoir la lire et la digérer, et aussi que vous vous permettez de poser des questions sur la proposition. C'est important de tout enlever les zones grises pour être capable d'avoir un portrait clair, pour être capable de se positionner. Quand on le dit comme ça a l'air très protocolaire, ça a l'air très sérieux, mais un conseil d'établissement, c'est quand même un endroit où est-ce qu'on peut avoir du plaisir à prendre les décisions. C'est un endroit où est-ce qu'on peut échanger, comme je disais, de façon constructive, qui nous permettent d'avoir vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose pour le bien-être et la réussite de nos enfants. Donc, ne vous laissez pas trop assombrir le portrait du travail d'un conseil d'établissement par les choses éthiques, les responsabilités qui doivent être naturellement, dans le cadre d'une formation, décrites de façon un peu plus sévère. Un autre point qu'on trouvait important à souligner, c'est que lorsqu'un membre doit s'affirmer et qu'une décision doit être prise, il y a 3 façons qu'on peut s'affirmer comme membre au sein du conseil d'établissement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une proposition, on peut être soit favorable, soit défavorable à la proposition, ou soit s'abstenir. Donc, si on est favorable, on est pour la proposition. Si on est défavorable, on est contre la proposition. Et là, c'est important de bien lire les propositions et de bien comprendre les propositions parce que des fois, elles peuvent être inversées. Si on dit ajouter quelque chose, on est favorable à ajouter quelque chose. Si on dit retirer quelque chose, on est favorable à retirer quelque chose. Donc, si on veut le laisser, il faut être défavorable à le retirer. C'est important d'avoir compris la proposition avant de pouvoir se prononcer.
Alors, la troisième voie, c'est l'abstention. Donc, on décide de ne pas se prononcer. La raison, elle vous appartient. Ça peut être qu'on n'est vraiment pas certain, on n'est pas arrivé à se faire une tête, on a peut-être un biais par rapport à la proposition et donc on décide de s'abstenir. C'est important de noter que les abstentions ne comptent pas dans le décompte des votes lorsqu'on déclare une unanimité. Alors qu'elle soit favorable ou défavorable, l'unanimité peut être atteinte même s'il y a des abstentions. Par exemple, il y a 10 votes, 2 abstentions, 8 votes favorables, elle est adoptée à l'unanimité. Les abstentions ne compteront pas. Il y a aussi, lorsqu'on est défavorable, il y a aussi une autre option, c'est celle d'inscrire sa dissidence dans le procès-verbal. Si on est contre et la proposition est adoptée et qu'on pense qu'il y a une bonne raison d'inscrire au procès-verbal qu'on s'est prononcé contre, ben, on voudra inscrire notre dissidence au procès-verbal. C'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on perd un vote. C'est quelque chose d'exceptionnel. Encore là, ça doit être motivé par des raisons qui sont quand même importantes parce que c'est pas un geste anodin non plus. Mais ça se fait, puis c'est disponible et ça fait partie des bases, en fait, des assemblées délibérantes. Et donc, vous pouvez avoir recours à l'inscription de la dissidence au procès-verbal. Maintenant, si on va dans les attitudes et compétences attendues d'un membre de conseil d'établissement. Bien entendu, assiduité, engagement, respect, communication, écoute active, ce sont tous des aptitudes et des compétences qui sont nobles et qu'on souhaite. On en a souligné quand même 2. Faire en sorte qu'on reste branché sur le groupe qu'on représente. Je disais tantôt qu'on peut consulter les parents, on ne le fera pas à chaque décision. Mais c'est important quand même de rester branché sur le pouls des parents de l'école. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ça se fait souvent de façon informelle. Ça peut être au travers de discussions dans un groupe sur les médias sociaux. Ça peut être lorsqu'on attend les enfants à la sortie de l'école puis qu'on est sur le bord de la clôture à côté de la cour. Puis là, ben, on jase avec les parents, on entend des choses, on voit. Ça peut être avec des voisins, des parents, des amis de vos enfants. Donc, il y a toutes sortes de façons de rester branché sur le pouls des parents de l'école et c'est souvent de façon très, très, très informelle. C'est pas avec une consultation. Comme je disais tantôt, la consultation, elle est possible, mais elle doit s'exécuter dans les moments plus importants. Mais de toujours être au fait de ce que les parents pensent de différents dossiers, ben, c'est important pour pouvoir bien assumer son rôle au sein du conseil d'établissement. Respecter les règles de régie interne de son conseil. Qu'est-ce que c'est les règles de régie interne de votre conseil d'établissement? Ben, c'est l'ensemble des règles écrites dans un document et adoptées par le conseil d'établissement qui permettent de gérer et d'exécuter les séances du conseil d'établissement. Donc, que ce soit au niveau des droits de parole, au niveau des absences, c'est une série de règles qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on fait lorsque la situation se présente. Il y a des règles de régie qu'on peut modifier, naturellement. Elles sont toujours modifiables. Il faut que le conseil d'établissement soit d'accord et ensuite adopte les modifications ou adopte de nouvelles règles de régie. Par exemple, suite à la fin de l'urgence sanitaire qui obligeait les conseils d'établissement à tenir leurs séances en visioconférence, il y a plusieurs conseils d'établissement qui ont décidé de se doter d'une règle de régie interne qui permet la visioconférence pour tenir la séance parce que c'est plus pratique, parce que les parents n'ont pas besoin de se déplacer à l'école, le personnel scolaire n'a pas besoin de rester à l'école alors qu'ils y sont depuis tôt le matin. Et donc, ils ont inscrit dans leur règle de régie qu'il soit possible de tenir une séance en toute légitimité par visioconférence. C'est important de noter que la loi sur l'instruction publique stipule que les règles de fonctionnement du conseil d'établissement sont établies par le conseil d'établissement. Donc, c'est au conseil d'établissement et à personne d'autre de déterminer de la façon dont il tiendra ses séances et qu'il fonctionnera.
Les règles de régie interne, naturellement, ne doivent pas aller contre la loi sur l'instruction publique. Sur les points qui sont décrits dans la loi, ben, il faut les respecter à la lettre dans nos règles de régie interne. Il y a des connaissances de base qui sont importantes. On vient de le dire, les règles de régie interne, c'est important de les connaître, de les avoir lues au moins une fois. Mais c'est important aussi de connaître le pouvoir du conseil d'établissement. Je l'ai mentionné au début. Dans le cahier des membres, il y a d'ailleurs un tableau qui est disponible pour avoir tous les pouvoirs du conseil d'établissement. Il est également disponible, ce tableau-là, en documents séparés, que vous pouvez l'avoir disponible en tout temps. Donc, toujours sur le site de la formation obligatoire. Une des connaissances qui nous est suggérée d'avoir, c'est une certaine connaissance de la loi sur l'instruction publique. Ça peut paraître très intimidant d'aller lire une loi. D'abord, la plupart des gens ne savent pas qu'on peut accéder aux lois en ligne. Effectivement, il y a un site qui s'appelle Légis Québec. Si vous tapez « Loi sur l'instruction publique » dans Google, il va être dans les premiers résultats. Et puis, c'est fait article par article. Et donc, vous pouvez faire une recherche en tapant le mot-clé conseil d'établissement et vous irez directement aux articles qui concernent le conseil d'établissement. Ce n'est pas intimidant, les lois sont écrites en français, elles sont compréhensibles. Il est très possible pour un citoyen d'aller consulter un article de loi, de le lire et de le comprendre. Par contre, il faut faire attention parce que si vous n'êtes pas juriste, tout ce qui est interprétation de cet article de loi-là est un acte réservé aux avocats, aux notaires et donc vous ne pouvez pas franchir cette ligne de l'acte réservé pour les juristes. Rôle et responsabilités spécifiques. Bien, la présidence, ça assure le bon fonctionnement du conseil puis ça exerce son rôle en tandem avec la direction d'établissement. Alors oui, la présidence préside le conseil d'établissement, la direction y assiste, mais c'est un travail collaboratif. La plupart des informations nécessaires au travail du conseil d'établissement viendront de la direction. Et la plupart des propositions qui seront adoptées seront mises en œuvre par la direction. Donc, c'est important de faire un travail collaboratif. Et voilà pourquoi c'est important pour les directions et les membres des conseils d'établissement de suivre la formation parce que ça nous permet d'avoir une base commune de compréhension, de savoir où s'arrêtent, où commencent les rôles, les responsabilités de chacun. Une de ces responsabilités-là, pour la présidence, c'est en début d'année, convoquer par écrit au moins 4 jours à l'avance les parents des élèves à une assemblée générale. C'est là que tout commence pour l'implication parentale. C'est là que vous pouvez avoir des informations, bien entendu, mais c'est là aussi que vous pouvez poser votre candidature pour pouvoir siéger au sein du conseil d'établissement. Ensuite, en tant que parent au sein du conseil d'établissement, vous allez déléguer une personne pour aller siéger au comité de parents. Et dans les parents du comité de parents, sera aussi désigné 5 parents pour aller siéger au conseil d'administration du centre de services scolaires. Donc, l'engagement parental, ça commence par l'Assemblée générale. Les assemblées générales, telles que c'est décrit dans le cahier ici, sont convoquées par la présidence. On le sait, dans la pratique, il y a beaucoup de directions qui convoquent l'Assemblée générale. C'est important que les règles soient respectées. C'est une question de respect sur l'ensemble du fonctionnement du conseil d'établissement. Et c'est à ça que sert aussi cette formation, c'est-à-dire d'informer tout le monde sur qui doit faire quoi. La présidence doit aussi veiller au bon fonctionnement du conseil et au bon déroulement des séances. Donc, quand on disait tantôt de rester sur le sujet, de ne pas faire trop de parenthèses inutiles, de ne pas bifurquer, de ne pas amener un sujet qui n'était pas prévu de discussion ou d'amener des choses qui sont hors de la responsabilité du conseil d'établissement, mais c'est à la présidence de faire respecter le fonctionnement, naturellement selon les règles de régie, selon la loi sur l'instruction publique et selon ce qui nous est fourni comme information dans cette formation. La direction d'établissement a également des responsabilités spécifiques, c'est-à-dire qu'elle se doit de soutenir adéquatement la présidence dans l'exercice de ses fonctions et lui accorder toute la latitude requise pour animer et diriger les séances. L'animation et la direction des séances est faite par la présidence et la direction de l'établissement doit lui offrir
toute la latitude requise pour bien le faire. C'est important aussi pour la direction d'établissement de respecter les règles de régie du conseil, notamment concernant les tours de parole, surtout que la direction, comme on le dit depuis le début, n'est pas membre du conseil d'établissement, mais elle est invitée à y siéger puisqu'elle est essentielle dans le travail du conseil d'établissement. On voit ensuite dans les rôles et responsabilités de la direction que les directions doivent préparer et animer l'Assemblée générale des parents avec la présidence du conseil. Je le répète, la convocation, elle, doit être faite par la présidence. La direction assiste le conseil dans l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs. Et aussi, la direction doit transmettre à tous les parents toute information, tout document que le conseil d'établissement décide d'envoyer aux parents. Donc, si le conseil d'établissement décide de faire une consultation auprès des parents sur un sujet et envoie un formulaire pour sonder les parents, la direction se doit de le transmettre à tous les parents. On l'a dit tantôt, un des parents qui siège au conseil d'établissement sera représentant au comité de parents. Alors, dans son rôle et ses responsabilités, il a à bien rendre compte au conseil d'établissement des discussions, des prises de position et des questionnements en provenance du comité de parents. Une chose est importante, le représentant, il est représentant des parents de l'école. Il n'est pas représentant du conseil d'établissement. Le conseil d'établissement est formé de membres du personnel et de parents. J'ai déjà vu des cas où des représentants au comité de parents voulaient retourner vers le conseil d'établissement pour avoir leur avis, pour pouvoir prendre une position sur une proposition qui était déposée au comité de parents. C'est pas possible parce que ce ne sont pas les gens que vous représentez, ce n'est pas le conseil d'établissement qui vous a délégué pour aller siéger au sein du comité de parents, mais bien les parents en assemblée générale qui vous ont élus comme représentants au sein du comité de parents. Alors, c'est eux que vous représentez. Si vous êtes redevable à quelqu'un par rapport à la décision que vous allez prendre au comité de parents, ce n'est pas le conseil d'établissement, ce sont les parents de l'école. C'est une distinction qui peut paraître subtile, mais qui est très importante parce que ça peut arriver que le conseil d'établissement n'ait pas la même vision sur un sujet quelconque que les parents de l'école. Alors, poursuivons le survol du cahier. En section 5, on a la liste des pouvoirs du conseil d'établissement. Alors, c'est par thème. Donc, on a le thème, le rôle du conseil d'établissement. Donc, est-ce qu'il adopte? Est-ce qu'il approuve? Ensuite, le rôle principal de la direction et des membres du personnel. Et à quel moment il est proposé de traiter de ce thème. Les moments sont souvent dictés par des aléas extérieurs au conseil d'établissement et donc on nous fournit aussi, et ce tableau-là également est disponible en documents séparés, un calendrier des sujets traités durant l'année. Bien entendu, ce sont des généralités, mais ça se colle à la réalité puisque certains thèmes doivent être adoptés ou approuvés à certains moments pour qu'ensuite le travail qui en découle soit fait dans les temps. Donc revenons à adopter et approuver. C'est quoi les différences entre les deux termes? La section 7 du cahier du membre nous permet de bien le comprendre. Alors, adopter, ça signifie que le conseil d'établissement a les pleins pouvoirs sur le document, la proposition, le projet qui est déposé devant lui. Il peut le modifier, il peut en modifier des parties, il peut l'amender, il peut l'améliorer, le compléter, ou il peut décider qu'il le reçoit tel qu'il a été soumis. Ça, c'est adopter. Lorsqu'on approuve, ben en fait, approuver, c'est de dire oui ou non. Ça veut dire donner son accord. Le conseil d'établissement peut approuver à la majorité ou à l'unanimité ou refuser d'approuver une proposition telle que présentée. Mais il ne peut pas modifier le contenu. On ne peut pas faire des propositions sur le contenu de ce qui nous est soumis. Il faut dire oui ou il faut dire non. On peut dire retourner faire le travail. On l'a dit tantôt, la plupart des propositions ont un travail qui est fait en amont par le personnel scolaire et la direction. Donc, lorsque ce travail-là mène à une proposition, un document, un projet, peu importe, et qui est déposé devant le conseil d'établissement, le conseil d'établissement peut dire « ça ne nous plaît pas, on a un problème à tel point,
Alors, on vous demande d'aller refaire le travail et de nous revenir avec une version modifiée. On vous donne des exemples de ce qui peut être adopté ou approuvé. Alors, par exemple, le projet éducatif, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence et le budget annuel de l'établissement peuvent être adoptés. C'est-à-dire qu'on peut faire des modifications séance tenante, qu'on peut faire des propositions. Donc, il est possible d'amender ce qui nous est proposé. En contrepartie, les règles de conduite, les mesures de sécurité de l'établissement, le temps alloué aux matières, les contributions financières pouvant être exigées aux parents, bien ça, le conseil d'établissement peut l'approuver ou ne pas l'approuver, mais il ne peut pas faire des amendements, ne peut pas faire des modifications à ces projets-là qui sont présentés ou à ces documents-là qui sont présentés. Donc, il faut absolument qu'on nous présente une nouvelle mouture du document ou du projet lors d'une séance subséquente. Donc, voilà ce qui fait le tour du cahier pour le membre et la direction. Naturellement, cette formation-là, comme je le disais tantôt, elle est accessible sur le site du ministère. Donc, l'adresse simplifiée, c'est québec.ca/nouvelle gouvernance scolaire. Et vous avez aussi l'adresse courriel gouvernance@education.gouv.qc.ca pour toute question concernant la formation ou toute question concernant la gouvernance. Maintenant, on va vous faire quelques suggestions sur comment se servir de la formation obligatoire dans le cadre de votre implication au sein d'un conseil d'établissement. Alors, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter un point à l'ordre du jour pour discuter du contenu de la formation puis s'assurer que les gens ont une compréhension et que tous ont une compréhension commune. Donc, on suit la formation chez nous, on lit des choses, on a probablement des questions, on peut retourner à notre conseil d'établissement pour essayer d'éclaircir des choses. Et si on le fait au sein du conseil d'établissement, bien, ça nous permet d'avoir cette base commune-là de compréhension qui est si importante à faire un bon travail et à avoir une bonne collaboration entre direction, membres du personnel et parents, si tout le monde s'entend sur qui fait quoi. Ensuite, on a vu des conseils d'établissement qui ont eu la bonne idée d'inscrire dans l'ordre du jour des liens vers les fiches des sujets sur lesquels on va traiter. Donc, vous traitez du budget de l'école, vous mettez un lien vers la fiche numéro 23, qui est exactement une fiche informative sur ce sujet-là. Vous traitez du fonds de destination spéciale, vous mettez un lien vers la fiche numéro 22. Et c'est directement cliquable dans l'ordre du jour. Donc, ça nous permet de façon simple à accéder aux informations et arriver bien préparé, même si on est novice au sein d'un conseil d'établissement, on aura toute l'information et naturellement, si tout le monde a suivi cette formation-là, ce qui devrait être le cas, tout le monde devrait être au diapason sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. D'autres suggestions, mettre à disposition des membres un cartable contenant tous les documents de la formation ainsi que d'autres documents au besoin. Ben, ça peut être un cartable physique si on fait des séances en personne avec des imprimés les fiches, du cahier du membre, certains tableaux. Aussi nos règles de régie interne, c'est important de les avoir à disponibilité. Ou si c'est en visioconférence, ben, on s'arrange pour qu'ils soient disponibles en ligne et qu'on ait les liens disponibles pour quand on en a besoin, on puisse les partager avec les autres participants à la visioconférence. On peut aussi encourager le parrainage entre un membre plus expérimenté et un nouveau membre du conseil. Quand on arrive dans un conseil d'établissement, la courbe d'apprentissage, elle peut être intimidante. Vous allez vous asseoir et puis il va y avoir 3-4 acronymes, 3-4 mots que vous n'avez jamais entendus et que tout le monde acquiesce et savent de quoi il est question et vous semblez être le seul autour de la table qui n'a aucune idée de quoi on parle. Donc, si on fait un jumelage entre un membre expérimenté et un membre novice, ça permet, premièrement, c'est rassurant, et ça permet aussi de pouvoir éclaircir certains points qui ne peuvent pas nécessairement être couverts par la formation parce que oui, la formation, elle est complète et elle est bien faite et elle est issue d'un consensus, je veux bien, mais il y a aussi
plein d'autres petits détails qui viendront lors des séances et qui seront peut-être justement déstabilisants, intimidants pour quelqu'un qui vient juste de s'impliquer, qui ne connaît pas le milieu scolaire. En dernier lieu, périodiquement, faire un bilan des pratiques et des décisions prises, vérifier les conformités avec la formation pour les membres DCE. Donc, juste de faire un petit retour et puis de savoir est-ce qu'on l'a bien fait, est-ce qu'on peut améliorer les choses. Parfois, c'est pas si grave, mais il y aura une façon de fonctionner qu'on a fait qui était peut-être pas la meilleure façon ou ce qui était suggéré dans la formation. Bon, ça a marché quand même, mais on peut modifier ou optimiser nos façons de faire pour l'avenir. Et donc, on sera en constante progression vers une conformité totale des actions et de la façon de fonctionner du conseil d'établissement. C'est ce qui met fin à notre partie contenu de la formation obligatoire. Maintenant, j'en profite pour vous faire un petit point d'information sur qu'est-ce que peut vous offrir le RCPAQ. Une partie de notre mission, c'est d'offrir un service d'accompagnement aux parents. Que ce soit les parents qui sont engagés au conseil d'établissement, au comité de parents, ou même qui siègent sur le conseil d'administration de leur centre de service, mais également tous les parents d'élèves qui peuvent avoir besoin de renseignements, de références ou d'un support stratégique. On peut les aider à naviguer dans le système scolaire, on peut les diriger aux bons endroits. On offre du support personnalisé aussi selon la situation et on le fait par courriel, par téléphone. Ça vient avec un engagement de confidentialité et c'est toujours fait avec une très grande rigueur. Et les informations vers lesquelles on vous dirigera pour pouvoir adresser la problématique pour laquelle vous nous contactez, ce seront des ressources et des informations qui sont valides, qui sont vérifiées et qui sont pertinentes. Ça va permettre, on l'espère, de cheminer vers une solution à votre problématique. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été là avec nous pour cette séance d'introduction à la formation obligatoire et puis en espérant que l'information a été bénéfique pour vous et on espère vous revoir très bientôt dans une autre formation en ligne, soit sous forme de webinaire ou soit sous forme de capsule vidéo comme celle-ci. Merci, à bientôt.